La gifle arriva si vite que je n'eus pas le temps de réagir. Mes lunettes s'envolèrent et se brisèrent sur le parquet brillant de la salle de bal, sous les yeux médusés des 130 invités. Ma joue me brûlait, mais la douleur dans ma poitrine était bien plus intense. Juliet, ma belle-fille, venait de me gifler le jour même de son mariage, parce que je refusais de lui remettre les clés de mon appartement. « Voilà ce qui arrive aux personnes égoïstes !» cria-t-elle, radieuse dans sa robe immaculée, me réduisant à néant devant tous. « Une femme de ton âge n'a pas besoin d'autant d'espace. » Guillemets doubles. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne ne bougea pour m'aider alors que je me baissais, tremblante, pour ramasser mes lunettes en morceaux. Certains détournèrent les yeux avec gêne, d'autres murmurèrent entre eux, mais aucun, absolument aucun, n'osa défendre la pauvre belle-mère humiliée en public. Mon fils Ethan resta figé, le regard obstinément fixé au sol, comme si je n'existais pas. Juliet reprit d'une voix venimeuse. « Tu n'es plus la bienvenue ici. Ethan et moi avons besoin d'intimité pour commencer notre nouvelle vie. Ton appartement est parfait pour nous, le temps de trouver mieux. » Guillemets doubles. Depuis des mois, j'endurais ces remarques méprisantes sur mes vêtements usés, ma vieille voiture, ma vie trop simple. Mais ce soir-là, elle franchissait une limite irréversible. Je me redressais lentement, consciente que tous les regards étaient braqués sur moi comme des poignards. Des larmes coulaient sur mon visage, mais au fond de moi, quelque chose venait de se briser à jamais. Cette gifle haine était pas seulement un coup physique. Était l'ultime déclencheur. Pendant des années, j'avais choisi la discrétion et l'humilité. Personne, pas même mon fils, ne connaissait mes véritables secrets. Je me souviens de la première visite de Juliet chez moi, 2 ans plus tôt. Son visage était fermé en découvrant mon appartement modeste, mes meubles anciens, ma petite cuisine. « Sérieusement, c'est ici que vit la mère d'Ethan » avait-elle murmuré, suffisamment fort pour que je l'entende. Dès cet instant, chaque visite avait été une torture silencieuse. 3 mois avant le mariage, au cours d'un dîner familial, elle m'avait dit d'un ton doucereux. « Emma, tu devrais déménager dans un logement plus petit. À ton âge, entretenir un grand appartement est trop difficile. Ethan et moi pensons avoir des enfants bientôt. Nous aurons besoin de place. » Guillemets doubles. Son sourire forcé n'avait trompé que mon fils, qui semblait perdre toute personnalité lorsqu'elle parlait, telle une marionnette suspendue à ses fils invisibles. Les humiliations étaient accumulées. D'abord mes habits jugés démodés, ensuite ma voiture prétendument dangereuse, puis mon petit emploi à la boutique de fleurs. « Je ne comprends pas pourquoi une femme de ton âge travaille encore au lieu de se reposer, » lançait-elle, faussement compatissante. Chaque phrase était une dague empoisonnée plantée dans mon estime de moi. Mon nom est Emma Hughes, j'ai 68 ans. Ma vie, en apparence, est celle d'une veuve modeste. Je travaille 3 jours par semaine dans une petite boutique de fleurs, je conduis une voiture vieille de 10 ans, je m'habille dans des magasins à bas prix. Aux yeux du monde, et surtout de Juliet, je ne suis qu'une vieille femme de classe moyenne, vivant d'une pension limitée. Mais cette image est un masque que j'ai construit avec soin depuis des décennies. Car mon mari, Robert N., n'était pas l'employé de bureau que tous croyaient. Nous avions choisi de vivre dans la simplicité, cachant notre véritable fortune pour protéger notre intimité. Une décision que je comprenais, ce soir-là, comme prophétique. Alors que je quittais la salle de bal sous les chuchotements des invités, je sentais ma respiration se heurter à la froideur de la climatisation. Ma main tremblait quand je sortis mon vieux téléphone de mon sac noir élimé. Ce sac, je l'utilisais depuis 5 ans, non par nécessité, mais parce que j'avais appris à privilégier la sobriété aux apparences, une notion totalement étrangère à ma belle-fille. Je composais un numéro que je n'avais pas osé appeler depuis plus d'1 an. Ma voix tremblait, mais une force nouvelle la soutenait. « Carlos, c'est Emma. Viens immédiatement au Royal Oaks Ballroom, apporte les documents. Il est temps qu'ils connaissent la vérité. » Guillemets doubles. « Êtes-vous certaine, Madame Hughes ?» répondit Carlos de son ton professionnel, mais inquiet. « Une fois engagé, ce pas sera irréversible. » Guillemets doubles. Je jetai un dernier regard vers la salle, où Juliet riait déjà avec ses amis, fière de m'avoir rabaissée. Ethan se tenait près d'elle, affichant un sourire faible, incapable de honte. « J'en suis absolument certaine, » répondis-je. « 30 minutes, Carlos. Pas une de plus. » Guillemets doubles. Je raccrochais et marchais vers ma vieille voiture. Pour la première fois depuis des années, j'avais décidé de faire tomber le masque. Pour la première fois, ils allaient rencontrer la véritable Emma Hughes. Et lorsqu'ils découvriraient la réalité, ils comprendraient enfin la signification du mot regret. Assise dans le parking silencieux, éclairée par les réverbères, je patientais. Les souvenirs m'assaillaient, comme une avalanche incontrôlable. Tout avait commencé 2 ans et demi plus tôt,
quand Ethan était venu chez moi, un sourire nerveux aux lèvres. « Maman, je veux que tu rencontres quelqu'un de très spécial. » Guillemets doubles. Elle se tenait là, Juliet. Cheveux impeccables, vêtements de créateur, sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Dès le premier instant, je sus que quelque chose clochait. Son regard parcourait chaque recoin de mon appartement, avec un mépris à peine voilé. Comme c'est. Chaleureux. Asseyait, avait-elle soufflé en observant mes meubles usés. Son ton insinuait exactement le contraire. Aveuglé par ce qu'il croyait être l'amour, Ethan n'avait rien remarqué. Ce premier dîner fut un désastre silencieux. Juliette toucha à peine le repas que j'avais préparé avec amour, prétextant surveiller sa ligne. Quand je lui posai des questions sur sa famille, elle répondit de manière évasive, mais trouva le moyen de s'enquérir de ma situation financière. « Comment fais-tu pour vivre avec une pension de veuve ? Cela doit être si difficile, » dit-elle avec un faux air inquiet. Ce soir-là, je compris qu'elle m'observait autant que je l'observais. Les mois suivants, Juliette déploya une stratégie de manipulation subtile mais constante. Chaque visite devenait une épreuve silencieuse. Tandis qu'Ethan allait chercher un verre d'eau ou s'enfermait dans la salle de bain, je surprenais Juliette au téléphone, chuchotant à voix basse. « Oui, maman, l'appartement de la mère d'Ethan est situé dans un quartier hors de prix. Si je parviens à la convaincre de déménager, nous pourrons y rester un moment. Elle est tellement naïve qu'elle nous remerciera presque. » Guillemets doubles. Ces paroles me transpercèrent comme une lame glacée. Pourtant, lorsque Ethan réapparut dans le salon, elle retrouva son sourire candide et son ton faussement doux. Je compris alors que chaque geste de sa part était qu'une pièce sur un échiquier où elle se voyait déjà victorieuse. Peu à peu, les suggestions discrètes se transformèrent en pression directe. « Emma, j'ai vu des résidences formidables pour les personnes de ton âge. Pas de soucis d'entretien, tout inclus. Tu serais beaucoup plus en sécurité. » Guillemets doubles. Ethan, influencé, répétait ces paroles comme un perroquet dressé. « Maman, Julia a raison. Et si tu tombais un jour sans que personne ne s'en aperçoive, peut-être qu'un endroit mieux adapté serait préférable. » Guillemets doubles. Voir mon fils adopter les arguments de sa fiancée me brisait plus que toutes ces insultes. Le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour éloignait, me percevant désormais comme un fardeau. Les fiançailles furent annoncées peu après, et les visites se firent plus fréquentes, mais aussi plus tendues. Juliette arriva bientôt avec des magazines immobiliers, qu'elle étalait sur ma table basse, comme pour conclure une affaire. « Je veux le meilleur pour toi, Emma. Imagine, activités sociales, repas préparés, services médicaux sur place. » Guillemets doubles. Je feignais l'attention, mais en secret je préparais mes propres recherches. Un après-midi, après leur départ, j'appelai Amélia, une vieille amie dans l'immobilier. « Amélia, pourrais-tu enquêter sur un jeune couple très intéressé par mon appartement ? Je veux savoir s'ils sont réellement solvables. » Guillemets doubles. Quelques jours plus tard, la vérité éclata, glaçante. Ethan et Juliette croulaient sous les dettes. Le mariage qu'ils planifiaient dépassait 50 000 $, entièrement financé par des crédits. Leur loyer était plus payé depuis 3 mois, leur voiture était achetée à crédit, et leur carte bancaire atteignait leurs limites. Leur vie entière était qu'une façade fragile. Tout devint clair. Leur empressement à se marier, leur insistance pour que je quitte mon logement, leurs insinuations sur ma supposée fragilité, tout était qu'un plan pour survivre financièrement à travers moi. Mon appartement, situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville, représentait leur seule planche de salut. La révélation m'anéantit. Mon propre fils, que j'avais élevé dans l'honnêteté et le travail, avait choisi la facilité de la tromperie. Pire encore, il acceptait que sa fiancée me considère comme un obstacle à éliminer. Les semaines précédant le mariage furent un supplice. Juliette venait désormais accompagnée de ses parents. Sa mère, hautaine, me toisait comme une nuisance. Son père, massif, évaluait chaque recoin de mon appartement comme un expert immobilier. « Emma, il est temps de prendre des décisions responsables », commença la mère de Juliette d'un ton sec. « À ton âge, vivre seule dans un si grand espace est inutile, voire dangereux », renchérit son mari. Leurs arguments étaient préparés, parfaitement rodés. Ethan, assis à côté d'eux, hochait la tête, silencieux. Mon cœur se serra, je voyais mon propre fils cautionner une embuscade. « Maman, dit-il enfin, nous pensons qu'il serait mieux pour tout le monde que tu déménages dans un endroit plus approprié à ton âge. » Guillemets doubles. « Approprié à mon âge ?» répétai-je, sentant ma colère bouillir. « Et qui décide de ce qui est approprié pour moi ? Toi ?» Guillemets doubles. Un silence lourd suivit. Puis Juliette s'avança avec un sourire hypocrite. « Ce n'est pas seulement pour l'appartement, Emma, c'est pour ton bien-être. »
Nous avons trouvé une résidence magnifique, avec soins médicaux, repas équilibrés, activités sociales. Tu y serais si bien. Guillemets doubles. Son ton protecteur me donna la nausée. Et que pensez-vous que je traverse exactement, Juliet ? Demandai-je avec un calme glacial. Elle échangea un regard avec Ethan avant de répondre. La solitude, l'insécurité financière, la peur de ne plus pouvoir t'occuper de toi-même. C'est normal à ton âge. Guillemets doubles. Cette audace, venant d'une femme de 28 ans, me stupéfia. Mais ce qui me terrifia le plus, ce fut la lueur de certitude dans ses yeux. À ses yeux, Jeanne était plus une personne autonome, mais un obstacle à contourner. Le père de Juliet sortit alors un dossier soigneusement préparé. Avec la vente de ton appartement, tu aurais assez pour financer cette résidence pendant des années. Et il resterait même de quoi aider Ethan et Juliet à démarrer leur vie. Guillemets doubles. La vérité nue éclata. Seule N était pas ma sécurité qui les préoccupait, mais l'argent. Mon appartement N était qu'une monnaie D, échange destiné à sauver leur mode de vie insoutenable. Je posais la question que je connaissais déjà. Et si je refuse ? Guillemets doubles. Ethan baissa les yeux. Nous espérons que tu ne nous obligeras pas à des mesures plus drastiques. Guillemets doubles. La menace était claire. Si je ne coopérais pas, ils envisageraient des recours légaux pour me déclarer incompétente. Cette nuit-là, après leur départ, je pleurais non pas de tristesse, mais pour la mort définitive de mes illusions. J'appelai immédiatement Carlos, mon conseiller de confiance. « Prépare des documents, lui dis-je d'une voix ferme. Je sens que bientôt, je n'aurai plus le choix que de révéler ce que j'ai caché trop longtemps. » Guillemets doubles. Il hésita. « Êtes-vous sûre, Madame Hughes ? Une fois les cartes abattues, le retour en arrière sera impossible. » Guillemets doubles. Mais ma décision était prise. La famille que j'avais voulu protéger avait choisi de me trahir. Et, assise seule dans ma voiture, attendant que Carlos arrive avec ses documents qui allaient bouleverser nos vies, je compris que l'heure de vérité approchait. La veille du mariage, Ethan tenta une dernière fois de m'attendrir. Sa voix, que je connaissais depuis l'enfance, avait perdu toute chaleur. « Maman, demain sera le jour le plus important de ma vie. Je t'en supplie, ne le gâche pas. Juliet veut simplement ce qu'il y a de mieux pour nous. » Guillemets doubles. Ces paroles confirmèrent mes pires craintes. L'homme qui s'apprêtait à se marier, N, était plus le fils que j'avais élevé avec amour. Il était devenu l'ombre d'un autre, manipulé par l'ambition d'une femme avide. Cette nuit-là, j'appelai Carlos, mon conseiller et seul confident depuis la mort de Robert. Je lui expliquai ma décision. Sa voix se fit grave. « Madame Hughes, une fois que vous révélerez la vérité, tout changera. Les conséquences seront irréversibles. » Guillemets doubles, je savais qu'il avait raison. Mais J était prête. Ce N n'était pas une question de vengeance mais de dignité. Le lendemain, dans le parking du Royal Oaks Ballroom, j'attendis son arrivée. Chaque minute me sembla une éternité. De la voiture, je voyais les lumières dorées de la salle. J'entendais la musique et les éclats de rire sus échapper des fenêtres entr'ouvertes. Dans une demi-heure, cette fête se transformerait en cauchemar. Pour renforcer ma détermination, je repensais à l'Atsé, épisode le plus humiliant, survenu 2 semaines auparavant. Juliet était venue chez moi avec Ethan. Et ses parents. L'embuscade était parfaite. Sa mère, glaciale, déclara « Emma, nous devons parler de ton avenir. » Guillemets doubles. Son père, imposant, ajouta en inspectant mon appartement comme un expert. « À ton âge, rester seul dans un endroit pareil est dangereux. Que se passera-t-il si tu tombes malade ?» Guillemets doubles. Ethan, assise à leur côté, hochait la tête, muet. Le voir ainsi, complice silencieux d'un complot contre sa propre mère, m'avait brisé le cœur. Quand il osa enfin parler, sa voix me parut étrangère. « Maman, ils ont raison. Juliet et moi pensons qu'il serait préférable que tu déménages. » Guillemets doubles. Je n'oublierai jamais le mot qu'il employa. Préférable. Comme si mon logement, ma vie, mes souvenirs N, étaient qu'un détail logistique. Je compris alors l'ampleur de la conspiration. Mon fils, ma chair, s'asseyait auprès de ceux qui me réduisaient à un problème à résoudre. Je les avais regardés un à un, et j'avais lâché, glacial. « Et je suppose que mon appartement serait parfait pour vous ?» Guillemets doubles. Le silence qui suivit fut une réponse éclatante. Cette nuit-là, après leur départ, j'appelai de nouveau Carlos. Entre mes sanglots, je lui demandais de tout vérifier. Les dettes, les prêts, les crédits. Je voulais savoir à quel point mon fils et sa fiancée étaient piégés. Les résultats me frappèrent comme un coup de massue. Ethan gagnait 45 000 $ par an, mais avait accumulé plus de 80 000 $ de dettes sur ses cartes. Juliet ne travaillait qu'à temps partiel comme consultante en images,
gagnant à peine quelques milliers de dollars, tout en dépensant comme une héritière. Ensemble, ils devaient plus de 120 000 dollars, sans compter les prêts contractés pour le mariage. Leur appartement était en retard de paiement, leur voiture engloutissait la majeure partie de leurs revenus, et leur carte de crédit était saturée. Mais le pire restait à venir. Carlos découvrit qu'Ethan, mon propre fils, avait contacté des banques et des compagnies d'assurance pour se renseigner sur des prêts hypothécaires. À partir de mon appartement. Pire encore, il était informé sur les procédures légales permettant d'obtenir une procuration financière pour personnes âgées. La trahison était totale. Ethan préparait depuis des mois ma dépossession méthodique. À cette époque, je n'avais plus d'illusions. Je savais que je ne pourrais pas sauver ce fils que j'avais élevé avec tant de sacrifices. Son cœur et son esprit étaient corrompus par une avidité qui ne lui appartenait pas autrefois. Et maintenant, dans ma voiture, je comptais les minutes. 15, 10, 5. Mon voisin Joseph apparut soudain avec une chemise brune à la main. « Emma, tu m'as demandé ce dossier. Le voilà. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Guillemets doubles. Je lui expliquai brièvement. Son visage s'assombrit. « Cette femme est un serpent. » Je le savais. Guillemets doubles. Il serra ma main avec émotion. « Tu es ma famille, Emma. Fais ce que tu dois faire. » Guillemets doubles. Dans le dossier, il y avait bien plus que des relevés bancaires. Il y avait l'histoire cachée de toute une vie. Un compte d'investissement de plus de 5 millions de dollars. Un immeuble de bureau rapportant 50 000 dollars de loyer par mois. Une maison de plage. Et des preuves irréfutables que j'avais secrètement financé les dettes d'Ethan pendant 3 ans. Chaque transfert, chaque paiement, chaque aide qu'il croyait providentielle venait de moi. Pendant que Juliet m'humiliait comme une charge inutile, J était la seule raison pour laquelle leur vie était pas déjà effondrée. Le dossier refermé sur mes genoux, je regardais vers la salle illuminée. Dans quelques minutes, Carlos arriverait. Et alors, le masque tomberait définitivement. Les phares d'une voiture illuminèrent soudain le parking. Carlos venait d'arriver, ponctuel comme toujours, son porte-documents sous le bras. Je sortis de ma vieille berline, le cœur battant, mais résolu. Chaque pas éloignait un peu plus de la femme effacée que j'avais été, et me rapprochait de celle qui allait enfin reprendre le contrôle. « Madame Hughes, » dit Carlos en descendant, « êtes-vous vraiment certaine ? Une fois la vérité révélée, il n'y aura plus de retour possible. » Guillemets doubles. Je levai les yeux vers la salle de bal où la musique résonnait encore. Je n'ai jamais été aussi sûr de moi, Carlos. Guillemets doubles. Sous la lumière crue du réverbère, il ouvrit son dossier. Voici l'ordre de suspension immédiate des virements mensuels que vous effectuiez pour Ethan. Voici aussi la résiliation du bail que vous garantissiez en secret, et enfin, l'annulation du paiement pour cette réception. Guillemets doubles. Mes mains tremblaient, mais je signais chaque document d'une écriture ferme. Chaque signature était un fil que je coupais, les uns après les autres, de la toile protectrice que j'avais tissée durant des années. Nous entrâmes ensemble dans le ballroom. La musique s'interrompit net. 130 regards se tournèrent vers nous. Les invités reconnurent aussitôt Carlos, conseiller financier renommé de la ville. Sa présence signifiait que quelque chose de grave se préparait. Juliet fut la première à réagir. « Qu'est-ce que tu fais ici, Emma ? Tu n'avais pas déjà assez fait de scandale ?» Sa voix, arrogante, trahissait une pointe de nervosité. Carlos parla d'une voix claire. « Mesdames et messieurs, pardonnez cette interruption, mais j'ai des affaires urgentes à traiter avec Monsieur Ethan Hughes et Madame Juliet Dawson. » Guillemets doubles. Le silence tomba comme une chape de plomb. Certains invités sortirent leur téléphone, pressentant qu'ils allaient assister à un moment hors du commun. Ethan s'approcha, le visage livide. « Maman, qu'est-ce que cela signifie ? Qui est cet homme ?» Guillemets doubles. Je pris la parole, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Ethan, voici Carlos Jones, mon conseiller financier et juridique. Il est ici pour t'apporter des éclaircissements. » Guillemets doubles. Carlos ouvrit son dossier et lut. « Monsieur Hughes, la garantie financière que votre mère avait fournie pour votre bail est annulée. Vous disposez de 30 jours pour trouver un nouveau garant ou quitter les lieux. » Guillemets doubles. La couleur déserta le visage d'Ethan. « Une garantie ?» murmura-t-il comprenant soudain. Ses mains tremblaient. Carlos continua implacablement. « De plus, les transferts mensuels de 4 500 $ effectués sur vos comptes sont définitivement suspendus. » Guillemets doubles. Un cri échappa à Juliet. « C'est impossible, elle n'a pas d'argent. Regardez-la, avec ses vêtements et sa voiture minable. » Guillemets doubles. Carlos conclut. « Enfin, le paiement de cette célébration a été annulé. »
La direction de la salle exigera le règlement immédiat. Guillemets doubles. Un frisson parcourut la salle. Les murmures se multiplièrent, certains invités commençant déjà à se diriger vers la sortie. Ethan me regarda, les yeux pleins de stupeur et de désespoir. « Tu payais. »« Depuis tout ce temps ?» Guillemets doubles. Je hochai lentement la tête. « Pendant 3 ans, Ethan. 3 ans où j'ai cru t'aider. 3 ans où j'espérais que tu retrouverais le sens des valeurs. » Guillemets doubles. Juliet, hystérique, tournait en rond, criant que tout cela était un mensonge. Mais je l'arrêtai d'une voix glaciale. « Les apparences sont trompeuses, Juliet. Tu viens d'apprendre la leçon la plus précieuse de ta vie. » Guillemets doubles. La salle était suspendue à mes paroles. Les invités comprenaient qu'ils assistaient à l'effondrement d'un château de cartes construit sur le mensonge et la cupidité. Carlos sortit alors le dernier document. « Monsieur Hughes, sachez également que votre mère a modifié son testament. Tous les biens initialement destinés à votre héritage seront désormais reversés à des associations de protection des personnes âgées victimes d'abus familiaux. » Guillemets doubles. Un souffle parcourut la salle. Juliet chancela, comme frappée de plein fouet. « Tu ne peux pas faire ça !» hurla-t-elle. « Ethan est ton fils unique !» Guillemets doubles. Je plantai mon regard dans le sien. Une gifle devant 130 témoins n'est pas une querelle de famille. C'est une humiliation publique et une trahison. Guillemets doubles. Ethan s'approcha, la voix brisée. « Maman, il doit y avoir un moyen. On peut arranger les choses. » Guillemets doubles. « Le seul moyen de réparer cela, dis-je calmement, était de ne jamais briser ce lien. » Guillemets doubles. Un silence écrasant suivit mes paroles. Certains invités filmaient, conscients qu'ils venaient être témoins d'un moment qui marquerait les mémoires. Je me tournai vers Carlos. « Continuez, s'il vous plaît. Que tout le monde sache la vérité. » Guillemets doubles. Il lut alors les chiffres précis. Plus de 160 000 $ de dettes épongées en 3 ans, des loyers payés en secret, des assurances couvertes, jusqu'à la réception de ce soir financé par mes soins. Chaque détail clouait Ethan et Juliet au pilori devant leur propre mariage. Enfin, je prononçai les mots qui scellèrent leur destin. « Vous avez confondu ma bonté avec de la faiblesse. Ce soir, vous découvrez que la dignité n'a pas de prix. » Guillemets doubles. Et dans le silence absolu, je tournai les talons, laissant derrière moi un couple effondré et une salle de bal pétrifiée. Je quittai la salle de bal sans un mot, laissant derrière moi une foule figée dans un mélange de stupeur et de malaise. Mes pas résonnaient dans le couloir comme un écho de ma décision. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas brisée. J'y étais libre. Dans le parking, l'air de la nuit m'embrassa comme une délivrance. J'inspirais profondément, les larmes aux yeux, non pas de douleur, mais d'un soulagement immense. Pourtant, au fond de moi, une tristesse lourde persistait. La certitude d'avoir perdu mon fils à jamais. Carlos me rejoignit. « Vous avez été remarquable, Madame Hughes. Peu de personnes auraient eu le courage de faire ce que vous venez d'accomplir. » Guillemets doubles. Je souris faiblement. Je n'avais plus le choix. Ils m'ont poussé dans mes retranchements. Maintenant tout est terminé. Guillemets doubles. Mais au fond, je savais que ce N n'était pas encore fini. Ce soir N était que le début des répercussions. Dans les jours à venir, Ethan et Juliette devraient affronter la réalité, loin des illusions et des mensonges. Le lendemain, le scandale faisait déjà la une des journaux locaux. Des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux, filmées par des invités trop heureux d'immortaliser la scène. Le titre d'un article attira mon regard. « Une mariée gifle sa belle-mère avant que la vérité financière N éclate au grand jour, mi. » En quelques heures, Juliet devint le symbole de l'arrogance et de la cupidité. Les commentaires défilaient, cruels. Voilà ce qui arrive quand on sous-estime une femme discrète. Guillemets doubles. Honte à ce couple. Guillemets doubles. Respect à Emma Hughes pour avoir eu le courage de les démasquer. Guillemets doubles. Je lisais ces réactions avec un mélange de satisfaction et de douleur. Jamais je n'avais voulu exposer ma vie ainsi. Mais il semblait que le destin m'avait poussé à cette extrémité. Ethan tenta de me joindre à plusieurs reprises. Les premiers appels étaient remplis de colère. « Comment as-tu pu nous humilier ainsi ? Tu as ruiné mon mariage. » Guillemets doubles. Puis vint la supplique. « Maman, je t'en prie, parle-moi. Nous avons besoin de toi. » Guillemets doubles. Je restai silencieuse. Pour la première fois, je compris que répondre serait une trahison envers moi-même. J'avais déjà tant donné, tant sacrifié. Cette fois, il fallait tenir bon. Juliet, quant à elle, se lança dans une campagne désespérée pour sauver son image.
Elle publia sur les réseaux sociaux des messages dégoulinants de fausse sincérité. Les gens jugent sans connaître la vérité. J'ai seulement voulu protéger mon mari et moi. Guillemets doubles. Mais la toile ne pardonne pas. Ces mensonges furent démontés un à un. Des journalistes mirent en lumière ses dettes, ses dépenses inconsidérées et ses fausses déclarations. Sa réputation s'effondra en quelques jours. Pour ma part, je retrouvai une forme de paix. Je repris mon travail à la boutique de fleurs, là où je était toujours sentie utile et discrète. Mes collègues m'accueillirent avec chaleur. « Emma, nous avons vu la vidéo. Quelle force tu as eue ?» Guillemets doubles. Je hochai la tête avec modestie. La vérité, c'est que je n'avais pas eu de courage héroïque. J'avais seulement décidé de ne plus me laisser piétiner. Un soir, alors que je rangeais des bouquets de roses blanches, Amélia entra dans la boutique. Elle posa une main affectueuse sur mon épaule. « Emma, tu sais que tu es devenue un exemple pour beaucoup de femmes. Tu as montré qu'on peut dire non, même à sa propre famille. » Guillemets doubles, ces mots résonnèrent en moi. Peut-être que mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, pourrait inspirer d'autres personnes à ne pas se laisser écraser. Pourtant, dans le silence de ma maison, je ressentais encore le vide laissé par Ethan. Les photos de lui enfant, ses dessins accrochés sur le frigo, les souvenirs de nos vacances familiales. Tout cela me poignardait. J'aurais tant voulu que les choses soient différentes. Je ne pouvais pas réécrire le passé. Mais je pouvais écrire la suite de mon histoire. Assise à mon bureau, j'ouvris un vieux carnet à la couverture de cuir. J'y traçais les premières lignes. Je m'appelle Emma Hughes. J'ai 68 ans et voici l'histoire de la trahison de mon fils. Guillemets doubles. Les mots jaillirent comme une délivrance. Chaque phrase me libérait un peu plus du poids accumulé toutes ces années. J. écrivit sans m'arrêter, guidé par une énergie nouvelle. Ce récit ne serait pas une revanche, mais un témoignage. En refermant le carnet tard dans la nuit, je sus que je venais d'entamer une nouvelle étape. Je était plus seulement la victime d'une humiliation publique. J. était une femme debout, prête à vivre sans masque. Les jours qui suivirent furent étranges, suspendus entre un sentiment de victoire et une mélancolie lourde. Je était libérée du joug de Juliet et d'Ethan, mais en même temps, j'avais brisé le dernier fil fragile qui me liait à mon fils. Chaque matin, en me réveillant, je posais la main sur mon téléphone. Les appels manqués s'y entassaient. La colère d'Ethan, ses supplications, puis son silence. J'avais choisi de ne plus répondre, mais chaque vibration du téléphone rouvrait la plaie. Les journaux continuaient de se repaître de l'affaire. Les chroniqueurs télé en faisaient leur chou gras. On m'invitait même à témoigner dans des émissions consacrées aux man-made abus familiaux, man-michi. Je refusais poliment. Ma vie n'était pas un spectacle. Je ne voulais pas devenir une célébrité de la douleur. Pourtant, je sentais que mon histoire échappait à mon contrôle. Dans les cafés, les gens me regardaient, me reconnaissaient parfois. Certaines femmes, souvent de mon âge, venaient me serrer la main. « Vous nous avez donné du courage, Emma. » Guillemets doubles. Je souriais. Mais à l'intérieur, je me demandais si j'avais vraiment gagné. Mon fils m'avait été arraché, et aucune somme d'argent, aucun article de presse, aucune marque de reconnaissance ne pouvait combler ce vide. Un après-midi pluvieux, alors que je rentrais de la boutique, je trouvai une enveloppe glissée sous ma porte. L'écriture était celle d'Ethan. Mon cœur bondit. Je l'ouvris avec précaution, craignant les mots qu'elle contenait. Maman. Je ne sais pas par où commencer. Tout ce qui s'est passé m'a échappé. J'ai honte. Je me suis laissée aveugler par Juliet et par mes propres faiblesses. Tu m'as aidé tant de fois et je n'ai rien vu, ou plutôt je n'ai pas voulu voir. J'aimerais te parler. Pas pour l'argent, pas pour un appartement. Seulement pour toi et moi. Ton fils Ethan. Guillemets doubles. Je restai longtemps assise, la lettre entre les mains tremblantes. Ces mots sonnaient sincères, mais une part de moi se méfiait encore. Était-ce un piège de plus ? Ou un véritable appel ? Je décidai de ne pas répondre immédiatement. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour peser chaque choix. Je connaissais trop bien la voie de la manipulation pour ne pas rester prudente. Les jours suivants, Juliet tenta à son tour de reprendre contact. Cette fois, ce ne fut pas une lettre, mais une confrontation directe. Un soir, alors que je sortais de la boutique, je la trouvai qui m'attendait près de ma voiture. Trempée par la pluie, les yeux cernés, elle avait perdu de sa superbe. Sa robe de marque collait à sa peau, et ses talons s'enfonçaient dans les flaques. « Emma, écoute-moi, dit-elle, la voix brisée. Tu as gagné. Tout le monde me déteste, les dettes nous écrasent, et Ethan est perdu. Mais je ne suis pas le monstre que tu crois. » Guillemets doubles. Je la fixai en silence. Pendant des mois, elle m'avait humiliée,
rabaissée, utilisée. Et voilà qu'elle se présentait devant moi comme une victime. « Tu m'as giflé le jour de ton mariage », répliquai-je froidement. « Tu m'as traité de vieille femme inutile, et maintenant tu voudrais que je te plaigne ?» Guillemets doubles. Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Je vis pour la première fois une fissure dans son masque. Mais je ne pouvais pas céder. « Juliet, ce n'est pas à moi de réparer ta vie. Tu as semé l'arrogance et la cruauté, tu en récoltes les fruits. » Guillemets doubles. Je montai dans ma voiture et la laissai sous la pluie battante. Le soir même, je repris mon carnet de cuir. J'y écrivis ce que je venais de vivre. Chaque page devenait un miroir de mon âme. Les mots transformaient ma douleur en quelque chose de tangible, de réel. Peu à peu, ce carnet prenait l'allure d'un livre. Peut-être qu'un jour, d'autres femmes le liraient et y trouveraient le courage de se défendre. Je N était plus seulement Emma Hughes, la veuve discrète qui travaillait dans une boutique de fleurs. J était une survivante, une femme qui avait dit non à l'humiliation et à la manipulation. Mais derrière cette force, je restais une mère brisée par la perte de son fils. Quelques jours plus tard, Amélia revint me voir. Elle apportait un thermos de thé chaud et un sourire bienveillant. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-elle en posant la boisson sur ma table. Je hochai la tête. « J'essaye. Ethan m'a écrit une lettre. » Guillemets doubles. Elle s'assit en face de moi, attentive. « Et tu comptes lui répondre ?» Guillemets doubles. « Je ne sais pas, avouai-je. Mon cœur me dit oui, ma raison me dit d'attendre. » Guillemets doubles. Amélia me prit la main. « Tu as le droit d'hésiter. Tu as aussi le droit d'exiger des preuves, pas seulement des mots. » Guillemets doubles. Ces paroles me touchèrent profondément. Oui, il me fallait des actes. Plus jamais je ne céderai à de simples promesses. Ce soir-là, seule dans ma chambre, je regardais une vieille photo. Ethan enfant, sur la plage, tenant la main de Robert. Tout nous mette, ses cheveux blonds volaient au vent, et son rire résonnait encore dans ma mémoire. Je caressais la photo du bout des doigts, les larmes brouillant ma vue. « Où es-tu, mon fils ?» murmurai-je. « Où est passé l'enfant que j'aimais tant ?» Guillemets doubles. Le silence me répondit. Mais au fond de moi, une certitude grandissait. L'histoire N n'était pas terminée. J'avais peut-être remporté une bataille, mais la guerre contre la trahison et le vide restaient à mener. Une semaine écoula dans un silence pesant. J'allais travailler chaque matin à la boutique de fleurs, j'arrangeais des bouquets, je souriais aux clients, mais à l'intérieur, je N était qu'un champ de ruines. Les journaux continuaient à parler du scandale, et les vidéos de la gifle et de la révélation circulaient encore sur les réseaux sociaux. Partout où j'allais, les gens me reconnaissaient. Certaines femmes m'arrêtaient dans la rue. « Emma, vous êtes une inspiration. Vous avez eu le courage de dire stop. » Guillemets doubles. Je les remerciais poliment, mais chaque compliment était aussi une épine. Car derrière cette image de femme forte, il y avait une mère blessée qui se demandait chaque soir si elle avait perdu son fils pour toujours. Puis, un lundi pluvieux, alors que je finissais d'emballer un bouquet de lys, la clochette de la porte tinta. Je levai les yeux. Et mon cœur se serra. C était Ethan. Il paraissait amaigri, le visage creusé, les épaules tombantes. Ses yeux rouges trahissaient des nuits sans sommeil. Sa veste était froissée, ses chaussures couvertes de boue. Rien à voir avec le jeune homme élégant qu'il avait voulu paraître aux côtés de Juliet. « Maman, » dit-il d'une voix éraillée, presque étranglée. « Est-ce que je peux te parler ?» Guillemets doubles. Je restai immobile un instant, partagé entre l'envie de le prendre dans mes bras et celle de lui fermer la porte au nez. Finalement, je lui fis signe de me suivre dans l'arrière-boutique. Le parfum des fleurs fraîchement coupées emplissait la pièce, mais l'air était lourd de tout ce que nous n'avions pas dit. Il s'assit, la tête baissée, les mains jointes. « J'ai commis une erreur terrible, » murmura-t-il. « J'ai laissé Juliet m'aveugler. Elle n'était pas la seule coupable, je le sais. J'ai manqué de courage. J'ai préféré me taire, même quand je voyais ton humiliation. » Guillemets doubles. Je les Cézanne écoutais en silence, le cœur serré. Ces mots ressemblaient à une confession, mais pouvaient-ils effacer des mois de trahison ? Tout s'est effondré, continua-t-il. Juliet est partie chez ses parents. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec moi. Les dettes nous écrasent. Je n'ai plus de travail stable, plus d'appartement. Maman. Je n'ai plus rien. Guillemets doubles. Il leva enfin les yeux. Et dans ce regard je crus apercevoir, l'espace d'un instant, le petit garçon qui courait autrefois sur la plage, riant aux éclats. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Mais je voulais au moins te dire que je suis désolée. Guillemets doubles. Ces mots je les avais tant attendus. Pourtant, ils me transpercèrent comme une lame. Était-ce sincère ?
ou simplement le désespoir d'un homme acculé. Ethan, répondis-je d'une voix tremblante, tu m'as blessé plus profondément que tu ne l'imagines. Tu as laissé une étrangère m'humilier devant tout le monde. Et toi tu es resté silencieux. Guillemets double. Il baissa la tête, honteux. Je sais. Et je paie aujourd'hui le prix de mon silence. Guillemets double. Le soir même, Amélia vint me rendre visite. Elle trouva mon regard perdu, encore hanté par cette rencontre. Je lui racontai tout. Elle resta silencieuse, puis dit « Emma, tu dois rester prudente. L'amour d'une mère peut pardonner 1000 fois, mais il peut aussi t'enchaîner à la souffrance. Demande-lui des actes, pas seulement des excuses. » Guillemets double. Ces mots résonnèrent en moi comme un avertissement. Oui, je voulais croire mon fils, mais je ne pouvais plus me contenter de promesses. Ethan revint plusieurs fois dans la semaine. Chaque visite était discrète, sans éclat. Un jour, il m'apporta un sac de provisions. « Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais au moins faire quelque chose pour toi, » dit-il en me tendant timidement le sac. À l'intérieur, du pain, du lait, quelques fruits. Je restais figée, émue malgré moi. Pour la première fois depuis longtemps, il ne me demandait rien. Il donnait. C'était un geste modeste, mais il signifiait peut-être un début de changement. Mais alors que je commençais à espérer, Juliet réapparut. Elle ne pouvait pas disparaître de ma vie si facilement. Un soir, alors que je quittais la boutique, je la trouvai adossée à ma voiture. Ses vêtements étaient trempés par la pluie, ses cheveux collés à son visage. Ses yeux, cernés, brillaient d'une colère froide. « Tu crois avoir gagné, Emma ?» souffla-t-elle. « Mais ce n'est pas fini. » Guillemets double. Sa voix était basse, mais chaque mot vibrait de haine. Je sentis un frisson glacial courir dans mon dos. « Juliet, tu as détruit ta propre vie, pas la mienne, » répondis-je d'un ton ferme. « Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. » Guillemets double. Elle esquissa un sourire amer. « Tu te trompes. Je trouverai toujours un moyen. » Puis elle éloigna dans la nuit, me laissant avec une angoisse sourde. Cette nuit-là, incapable de dormir, je m'assis à mon bureau. J'ouvris mon carnet de cuir et laissai courir ma plume. Les mots jaillissaient, bruts, comme un exutoire. Je croyais que le pire était derrière moi. Mais le poison continue de se répandre. Juliet ne lâchera pas. Peut-être que la vraie bataille commence seulement maintenant. Guillemets double. Je refermai le carnet avec force. Peu importait ce qu'elle préparait encore. Cette fois, Joanne était plus la femme fragile qu'elle croyait pouvoir piétiner. J'y étais prête. Les jours qui suivirent furent d'une lourdeur étrange. Chaque matin, je me rendais à la boutique de fleurs comme à l'accoutumée, mais mon esprit vagabondait sans cesse vers les menaces de Juliet et les excuses d'Ethan. La routine du travail, préparer des bouquets, couper les tiges, arranger les roses blanches pour un mariage ou les œillets pour un enterrement, n'arrivait pas à me détourner de cette inquiétude constante. J'avais la sensation qu'une ombre planait au-dessus de moi, une menace invisible, prête à éclater au moindre instant. Ethan, pourtant, revenait régulièrement. Sa silhouette apparaissait parfois derrière la vitrine, hésitante, comme celle d'un petit garçon qui redoute de se faire gronder. Lorsqu'il entrait, il avait toujours ce regard fatigué, mais je voyais en lui une étincelle nouvelle, une volonté de réparer. Un après-midi, il s'approcha timidement du comptoir, avec un petit bouquet de marguerites. « Je voudrais les offrir à Madame Collins, tu sais, la vieille dame du 3e étage. Elle n'a pas beaucoup de visites. » Mon cœur se serra. Je ne répondis rien, mais je sentis en silence que ce geste, aussi modeste fût-il, marquait une différence avec l'homme égoïste qu'il était devenu sous l'influence de Juliet. Cependant, l'ombre de Juliet ne cessait de grandir. Un soir, en rentrant chez moi, je découvris la boîte aux lettres fracturée. Des papiers volaient au sol, trempés par la pluie. Rien d'important ne manquait, mais je compris que ce haine n'était pas un simple acte de vandalisme. Était un avertissement. Elle voulait me rappeler que, même humiliée, elle n'avait pas disparu. Cette pensée m'empêcha de dormir toute la nuit. J'entendais le moindre craquement de bois, le moindre souffle de vent comme une menace directe. Le lendemain, je décidai d'appeler Carlos. Sa voix, posée mais ferme, traversa la ligne. « Emma, tu ne dois pas céder à la peur. Chaque détail compte. Note tout ce qui se passe. Garde des preuves. Si Juliet va trop loin, nous agirons devant la justice. » Ces mots me rassurèrent un instant, mais je savais que Juliet savait manipuler les apparences. Elle n'avait pas peur de retourner les rôles, de se poser en victime. Ma crainte se confirma quelques jours plus tard. Je reçus un appel de la police. Une voix neutre m'informa qu'une plainte avait été déposée contre moi.
Madame Hughes, Madame Juliet Dawson affirme que vous l'avez suivi, menacé et insulté à plusieurs reprises. Nous devons vérifier. J'eus l'impression que mon sang se glaçait. Moi? Accusé de harcèlement? Était comme si le monde s'inversait brutalement. Je tentais de garder mon calme et d'expliquer. C'est elle, qui m'aime, et puis, qui détruit ma boîte aux lettres, qui me menace. Je n'ai jamais levé la voix contre elle. L'agent conclut froidement. Nous allons enquêter. En attendant, restez prudente. Guillemets doubles. Quand je raccrochai, mes mains tremblaient. La rage monta en moi. Juliet n'avait pas seulement décidé de me salir auprès de ma famille, elle voulait désormais m'anéantir socialement et légalement. Elle cherchait à me dépouiller de ma dignité par tous les moyens possibles. Le soir même, Ethan vint frapper à ma porte. Lorsqu'il entra, je vis sur son visage l'angoisse et la honte. « Maman, j'ai appris. Juliet a vraiment osé? Elle a déposé plainte contre toi ?» Je hochai la tête en silence. Il posa ses mains sur son visage. « Non. Je te jure que je haine, et t'es pas au courant. Je ne suis plus avec elle, je n'ai plus rien à voir avec tout ça. » Ses yeux étaient emplis de larmes. « Je sais que j'ai déjà perdu ton respect, mais je ne peux pas la laisser te détruire. » Guillemets doubles. Je le fixai longuement. Pour la première fois depuis des mois, je vis dans ses paroles une sincérité dépourvue de calcul. Pourtant, je ne pouvais pas céder aussi facilement. Si tu veux vraiment regagner ma confiance, Ethan, c'est maintenant que ça commence. Pas avec des excuses, mais avec des choix. Tu devras me prouver, jour après jour, que tu n'es plus cet homme qui se cachait derrière le silence. Guillemets doubles. Dans les jours qui suivirent, il revint encore. Il m'apporta un sac de provisions, du pain, du lait, quelques pommes. « Je sais que tu n'as pas besoin de moi pour ça, » dit-il maladroitement, « mais je veux au moins essayer de rendre un peu de ce que tu m'as donné. » Je pris le sac, ému malgré moi. Ce haine n'était pas l'aide matérielle qui comptait, mais l'effort, la volonté de donner au lieu de recevoir. Pourtant, Juliet n'avait pas dit son dernier mot. Je commençais à recevoir des messages anonymes sur mon téléphone. « Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu crois avoir gagné, mais ce n'est que le début. » Chaque mot vibrait d'une haine glaciale. Je n'avais pas besoin de signature pour savoir de qui il venait. Ces menaces me poursuivaient jusque dans mes rêves. La nuit, je me réveillais en sursaut, persuadé de voir une silhouette derrière la fenêtre. Mes mains tremblaient en préparant le café du matin, mes nerfs étaient à vif. Mais dans cette tourmente, quelque chose en moi se durcissait. J'avais déjà affronté son arrogance en public, je pouvais affronter son poison en privé. Un soir, incapable de dormir, je me levai et m'assis à mon bureau. J'ouvris mon carnet de cuir, mon refuge. J'y écrivis, la main ferme, malgré mes larmes. Juliet croit encore me contrôler par la peur. Mais je ne suis plus la femme qu'elle a humiliée. Je ne suis plus une victime. Quoi qu'elle prépare, je l'affronterai. Guillemets doubles. En refermant le carnet, je me sentis plus forte. Juliet pouvait m'attaquer avec des mensonges, mais cette fois était plus seule. Ethan, maladroitement, commençait à se tenir à mes côtés. Et moi, Emma Hughes, je ne comptais plus reculer. Le temps continuait de s'écouler comme un fleuve sombre, lent et lourd. Chaque journée semblait peser davantage que la précédente, comme si le ciel lui-même était allié à Juliet pour assombrir mon existence. À la boutique, mes gestes restaient précis, mais mon esprit était ailleurs. Les roses que je taillais perdaient leurs pétales entre mes doigts, les clients étonnés de mes silences prolongés. Je faisais semblant de sourire, mais mon cœur battait au rythme d'une peur constante. Ethan, malgré tout, persistait. Il revenait régulièrement, parfois avec une boîte de thé pour partager quelques instants, parfois simplement pour me raconter sa journée. Il parlait de son travail à la librairie, avec une lueur de fierté. Aujourd'hui, une cliente m'a demandé conseil pour choisir un roman, disait-il, et son regard s'animait comme lorsqu'il était enfant, et qu'il me montrait fièrement ses dessins d'école. Je voyais dans ces détails une tentative de se reconstruire, une volonté fragile mais sincère. Pourtant, chaque fois qu'il franchissait la porte, une part de moi restait méfiante. La trahison avait laissé une cicatrice trop profonde pour disparaître si vite. Juliet, de son côté, n'abandonnait pas. Elle se tenait en périphérie de ma vie comme une ombre insistante. Je la croisais parfois à distance, son regard planté dans le mien avec une intensité glaciale. Un matin, je découvris une enveloppe sous ma porte. À l'intérieur, une photo de moi et d'Ethan, prise à notre insu alors que nous quittions la boutique. Au bas de la photo, une phrase écrite en rouge. « Vous ne serez jamais tranquille. » Mes mains tremblaient, mes jambes se dérobaient presque sous moi. Cette intrusion dans mon intimité, cette surveillance constante, me glaça le sang. Je montrai la photo à Carlos le jour même. Son visage se ferma aussitôt. « C'est une menace claire, Emma.
Nous pouvons demander une mesure d'eau, éloignement, mais il faudra du temps. Juliette ait joué la comédie, elle saura se présenter comme la victime. » Ces mots me rassuraient et m'effrayaient à la fois. Je savais qu'il disait vrai. Juliette possédait un talent inné pour manipuler les apparences. Le soir, Ethan passa chez moi. Je lui tendis la photo sans un mot. Il la prit, la serra entre ses doigts jusqu'à la froisser. « Elle n'a pas le droit, » murmura-t-il, la voix tremblante de colère. « Elle ne peut pas continuer à nous faire ça. » Je le fixai longuement. Pour la première fois depuis longtemps, sa colère ne était pas adressée, mais tournée contre celle qui avait envenimé nos vies. « La violence ne résoudra rien, » dis-je doucement. « Elle attend que tu perdes le contrôle. Si tu cèdes, elle gagnera. » Ses épaules s'affaissèrent et il se laissa tomber sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. « Je ne sais plus qui je suis, maman. » Je me bats contre elle dans ma tête chaque nuit. Je posai ma main sur son bras. « Alors prouve-moi que tu es plus fort qu'elle. Montre-le par tes actes, pas seulement par tes mots. » Guillemet double. Les jours suivants, il tenta de écouter. Il revint avec un sac de provisions, du pain encore chaud, quelques pommes et du lait. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il. « Mais je veux participer, même un peu. » Je restai figé un instant. Ce haine n'était pas la nourriture qui comptait, mais ce qu'elle symbolisait, une volonté de donner au lieu de prendre. Je le remerciai d'un signe de tête, le cœur serré par une émotion contradictoire. Pourtant, Juliette redoublait de perfidie. Les appels anonymes commencèrent. La nuit, mon téléphone vibrait et une voix déformée chuchotait. « Tu n'as pas gagné, Emma. Je suis toujours là. » Parfois, ce haine était que des rires stridents, parfois des menaces plus directes. Chaque fois, je raccrochais les mains moites, incapable de retrouver le sommeil. Je me levais, et écrivais dans mon carnet. Elle me hante même dans le silence. Mais je ne céderai pas. Guillemets double, puis survint la confrontation que je redoutais. Un soir, alors que je baissais le rideau métallique de la boutique, Juliette apparut. Elle sortit de l'ombre, vêtue d'un manteau sombre, ses cheveux trempés par la pluie. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brûlaient d'une lueur de haine. « Tu crois m'avoir détruite ?» dit-elle en s'approchant lentement. « Tu crois que ton petit numéro a suffi ?» Je restai immobile, la clé serrée dans ma main. Elle se planta à 1 mètre de moi, son souffle rapide. « Je peux recommencer. Je peux te faire tomber encore plus bas. » Guillemets double. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mais je refusais de reculer. « Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi ?» répondis-je d'une voix que je voulais ferme. « Tes menaces n'ont plus d'emprise. » Elle éclata de rire, un rire sec et brisé, qui résonna dans la rue déserte. « Tu crois ça ? Tu n'as encore rien vu. » Puis elle tourna brusquement les talons et disparut dans la nuit, me laissant tremblante, mais étrangement fière. De retour chez moi, je m'effondrais sur le lit. Mes mains tremblaient encore, mes larmes coulaient, mais je savais qu'un cap avait été franchi. Juliette restait une menace, mais était plus une proie. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais debout, décidée à lutter jusqu'au bout. Et cette fois, était pas seule. Ethan, malgré ses fautes passées, semblait enfin prêt à marcher à mes côtés. Le lendemain de ma confrontation avec Juliette, je me réveillais avec la sensation d'avoir couru un marathon dans mon sommeil. Mes muscles étaient lourds, mes yeux cernés, et mon cœur battait encore au rythme de la peur que j'avais éprouvée la veille. Pourtant, dans le miroir, je vis un éclat nouveau dans mon regard. Derrière la fatigue, il y avait une flamme, une étincelle de détermination que Juliette n'avait pas réussi à éteindre. Était encore debout, et rien que cela représentait une victoire. À la boutique, je tentais de me plonger dans le travail. Les bouquets à préparer pour un baptême s'empilaient, les clients entraient et sortaient, mais je percevais leur curiosité, leur regard furtif. Les rumeurs étaient répandues, sans doute alimentées par Juliette. Une femme du quartier, qui me connaissait depuis des années, s'approcha timidement du comptoir. « Emma, est-ce vrai ce qu'on raconte ? Que vous avez des problèmes avec la police ?» J'eus envie de crier, de la supplier de ne pas croire à ces mensonges, mais je me contentai de répondre d'un ton calme. « Ne vous fiez pas aux rumeurs. La vérité finira par apparaître. » Elle hocha la tête, gênée, avant de quitter la boutique, me laissant seule face à ma honte. Ethan arriva peu après, les bras chargés d'un carton rempli de vieux livres. Il les posa avec maladresse sur le comptoir. Ils allaient les jeter à la librairie. J'ai pensé qu'on pourrait les donner aux enfants. Ces mots résonnèrent étrangement en moi. Je voyais dans ce geste une volonté sincère de construire quelque chose de positif. « C'est une belle idée », murmurai-je. Il baissa les yeux, presque intimidé, comme s'il attendait encore mon approbation. Pendant un instant, je revis en lui le petit garçon généreux qu'il avait été.
avant que Juliet ne vienne tout briser. Mais la menace demeurait. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je trouvai une lettre glissée sous la porte. Pas un mot, seulement une feuille blanche avec une tache rouge, comme une goutte de sang. Mon cœur s'emballa. Juliet n'avait pas besoin de mots pour faire passer son message. Elle savait comment nourrir ma peur, comment me rappeler qu'elle était toujours là. Je téléphonai aussitôt à Carlos. Elle continue, dis-je d'une voix tremblante. Elle m'envoie des signes, des menaces silencieuses. Il soupira. Emma, garde tout. Nous allons constituer un dossier. Mais tiens bon. C'est ce qu'elle veut, te voir céder. Ces paroles me rassurèrent un instant, mais la peur restait ancrée dans mes veines. Le lendemain, une nouvelle épreuve m'attendait. Une convocation officielle m'ordonnait de me présenter au commissariat pour répondre à la plainte de Juliet. Mes mains tremblaient en lisant la lettre. Elle avait réussi à transformer ses mensonges en une procédure légale. Je passais la journée à préparer mes réponses, à noter chaque détail dans mon carnet, les appels nocturnes, les lettres, les photos. Chaque mot écrit me donnait la force de croire que la vérité finirait par l'emporter. La veille de l'audition, Ethan vint chez moi. Il semblait nerveux, mais déterminé. « Maman, je ne vais pas te laisser affronter ça seule, » dit-il. « Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais cette fois je serai à tes côtés. » Je le regardais, bouleversé. « Ethan, tu comprends que ce n'est pas seulement une affaire légale. C'est une guerre qu'elle mène contre nous, une guerre psychologique. » Il acquiesça. « Justement. Si je recule encore, alors elle aura vraiment gagné. » Guillemets doubles. Nous passâmes la soirée à parler, chose que nous n'avions pas faite depuis longtemps. Il me raconta ses nuits d'insomnie, hanté par Juliet, ses regrets de m'avoir laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de lui. Ces mots n'effaçaient pas la douleur du passé, mais ils en adoucissaient les contours. Pour la première fois depuis des mois, je crus en la possibilité d'une réconciliation, fragile mais réelle. Le matin venu, nous marchâmes ensemble jusqu'au commissariat. La pluie tombait, fine et continue, comme pour purifier l'air chargé d'angoisse. Ethan marchait à mes côtés, les épaules droites, le regard fixé vers l'avant. Devant la porte, il posa une main ferme sur mon bras. « Quoi qu'il arrive là-dedans, tu ne seras pas seul. » Ces mots réchauffèrent mon cœur glacé par la peur. Lorsque nous pénétrâmes dans la salle d'audition, le silence se fit. Juliet était là, assise, vêtue d'une robe sombre, les traits tirés mais l'attitude faussement fragile. Elle leva les yeux vers moi et esquissa un sourire froid, celui d'une actrice prête à jouer son rôle. Je sentis une vague de colère monter, mais je la refoulai aussitôt. Cette fois, je ne tomberai pas dans ses pièges. Je pris place face à elle. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix, quand je parlais, resta ferme. Je racontais tout, les lettres anonymes, les photos, les appels. Chaque détail sortait comme une pierre arrachée de ma poitrine. Et à mesure que je parlais, je sentais la peur reculer. Juliet tentait d'interrompre, de nier, de se poser en victime, mais je continuais, déterminée, certaine que la vérité devait être dite. Quand l'audition se termina, je sortis épuisée, mais le dos droit. Ethan m'attendait dans le couloir. Il me serra dans ses bras. « Tu as été incroyable, » dit-il. Et pour la première fois depuis longtemps, je crus à ces mots. Je était plus la femme brisée qu'on pouvait piétiner. J était Emma Hughes, et je venais de prouver que je pouvais tenir tête à mes démons. Après l'audition au commissariat, je crus un instant pouvoir souffler. J était sortie épuisée mais debout, portée par la certitude d'avoir dit la vérité. Pourtant, les jours suivants me rappelèrent cruellement que Juliet n'avait pas l'intention de s'effacer. Elle continuait à tisser ses filets d'ombre. Les rumeurs enflaient dans le quartier. Certains me regardaient avec compassion, d'autres avec suspicion. Chaque regard devenait un poids. La vérité était là, mais la perception des autres restait incertaine, instable, manipulée par ses mensonges. Ethan s'efforçait de rester présent. Chaque matin, il passait à la boutique avant son travail, à la librairie. Il m'apportait un café brûlant, me demandait comment j'allais, parfois même proposait de m'aider à porter les seaux d'eau pour les fleurs. Ces gestes simples, presque banals, m'apportaient un réconfort inattendu. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de guetter dans ses yeux la moindre faille, la moindre hésitation qui trahirait un retour vers Juliet. Mais ce que je voyais, jour après jour, était un jeune homme fatigué, cabossé par la honte, mais sincère dans sa volonté de réparer. Un soir, alors que nous dînions ensemble, il prit la parole après un long silence. « Maman, je sais que je t'ai laissé tomber. Mais j'ai peur que tu ne comprennes pas à quel point Juliet savait me manipuler. Elle savait mes faiblesses, elle connaissait mes blessures, et elle en jouait. » Sa voix se brisa.
Elle me faisait croire que tu étais mon ennemi, que tu me jugeais sans cesse. Je posais ma main sur la sienne. Je t'ai jugé parfois, c'est vrai. Mais jamais je ne t'ai trahi. Ses yeux se remplirent de larmes, et je vis dans ce moment toute la détresse d'un fils perdu qui cherchait encore le chemin du pardon. Mais la paix était fragile. 2 jours plus tard, je trouvais ma vitrine maculée de peinture rouge. Sur la vitre, en lettres grossières, « Coupable ?» Je restais figé, le cœur battant à tout rompre. Les passants ralentissaient pour observer, certains prenaient même des photos. L'humiliation était publique, brutale, implacable. J'appelais immédiatement la police, mais au fond je savais que Juliet en était l'instigatrice, même si rien ne le prouvait directement. Ethan arriva en courant dès qu'il apprit la nouvelle. Lorsqu'il vit la vitrine souillée, il blêmit. « C'est elle !» dit-il d'une voix basse, pleine de rage contenue. « Elle veut te détruire. » Il serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Je posai une main ferme sur son bras. « Non, Ethan. C'est ce qu'elle veut, nous pousser à réagir par la colère. Si tu perds ton sang-froid, elle aura gagné. » Il inspira profondément, puis hocha la tête, comme s'il comprenait enfin. Nous passâmes la soirée à nettoyer la vitrine ensemble. L'odeur âcre de la peinture persistait, mes bras me faisaient mal, mais travailler côte à côte avec mon fils me donnait la sensation étrange de reconstruire un lien. « Tu vois, maman, » dit-il en frottant la vitre, « on peut réparer. Même si c'est long, même si c'est difficile, on peut réparer. » Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse fragile mais précieuse. Pourtant, la nuit suivante, je reçus un nouvel appel anonyme. Cette fois, la voix N n'était pas déformée. C était Juliet, reconnaissable entre mille. « Tu crois que tu as gagné au commissariat ?» murmura-t-elle avec un rire glacé. Ce N était que la première manche. Je ne m'arrêterai pas tant que tu n'auras pas tout perdu. Je restais muette, incapable de répondre. Puis elle raccrocha brusquement, me laissant avec ce silence oppressant qui semblait résonner dans tout l'appartement. Je passais la nuit à écrire dans mon carnet. Elle me poursuit encore, elle infiltre chaque recoin de ma vie. Mais je ne peux pas reculer. Chaque attaque me rappelle que je dois rester debout, pour moi, pour Ethan, pour l'avenir. En refermant le carnet, je sentis un mélange de peur et de force nouvelle. Juliet voulait que je m'ève, écroule, mais plus elle frappait, plus je comprenais que céder, ce serait lui donner raison. Ethan, le lendemain, remarqua mes traits tirés. « Elle t'a appelé, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête. Son visage se durcit. « Alors nous devons trouver une stratégie. Pas seulement subir, mais riposter à notre manière. » Je le regardais, étonné par cette maturité soudaine. Il était plus seulement le fils repentant, il devenait un allié, prêt à affronter l'orage à mes côtés. Je compris alors que ce combat n'était pas uniquement le mien. Était le nôtre. Juliet n'affrontait plus une femme isolée, mais une mère et son fils réunis. Et même si l'avenir restait incertain, cette idée me donna la force de continuer à avancer. Les semaines qui suivirent l'audience furent marquées par un silence étrange. Juliet avait disparu de l'horizon immédiat, comme une bête blessée qui se terre dans l'ombre. Plus d'appels nocturnes, plus de lettres glissées sous la porte. La rue devant mon appartement, jadis théâtre de ces apparitions, semblait soudain apaisée. Pourtant, je savais qu'il ne fallait pas me fier à ce calme. Juliet n'abandonnait jamais vraiment, elle attendait, observait, prête à frapper de nouveau. Dans ce répit fragile, Ethan devint mon compagnon quotidien. Il se levait tôt pour aller à la librairie, mais chaque soir il passait à la boutique. Parfois, il restait des heures à arranger des fleurs à mes côtés. Il n'avait pas l'habileté d'un fleuriste, ses bouquets étaient souvent maladroits, mais ses efforts sincères valaient plus que la perfection. « Tu vois, maman, je peux apprendre », disait-il en riant. Ces moments simples nous rapprochaient plus que 1000 discours. Un soir, après une longue journée, nous partageâmes un dîner improvisé dans l'arrière-boutique. Du pain, du fromage, quelques fruits. La lumière jaune de l'ampoule donnait à la pièce une chaleur intime. Ethan parla longuement de ses regrets, mais aussi de ses projets. Je veux continuer à travailler, économiser, peut-être suivre une formation. J'ai besoin de reconstruire ma vie, pas seulement de réparer mes erreurs. Ces paroles me frappèrent par leur maturité. Pour la première fois, je le voyais penser à l'avenir avec sérieux, et non fuir dans des illusions. Mais malgré ce début de reconstruction, je restais hanté par la peur. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter, chaque regard appuyé dans la rue me semblait suspect. Parfois, je croyais apercevoir Juliet de loin, une silhouette sombre qui disparaissait aussitôt. Était-ce réel, ou mon esprit fatigué qui me jouait des tours? Je ne savais plus. Pourtant, je refusais de céder à cette terreur. J'avais trop souffert de sa domination pour lui offrir encore mon sommeil et mes pensées. La procédure judiciaire continua lentement.
Les avocats de Juliet tentaient de gagner du temps, d'introduire de nouveaux mensonges. Carlos me guidait à chaque étape, veillant à ce que mes preuves soient solides. Mon carnet, devenu mon allié le plus fidèle, servait de fil rouge. Chaque ligne écrite, chaque date notée, témoignait de ma vérité. Devant le juge, ces pages noircies de peur et de courage devinrent un bouclier. Ethan, de son côté, fut convoqué pour témoigner à nouveau. Je le vis préparer ses phrases, répétées devant le miroir. « Elle ne me fera plus peur », murmurait-il. Le jour de sa déposition, il parla avec une force que je ne lui connaissais pas. « J'ai été manipulé », déclara-t-il. « Mais aujourd'hui, je choisis la vérité. Ma mère n'a jamais été ce monstre qu'elle décrit. » Sa voix résonna dans la salle, et dans ses yeux brillait une lumière nouvelle. En le regardant, je sentis un mélange de fierté et de douleur. Fierté d'un fils qui se relevait enfin, douleur d'avoir dû traverser tant de chaos pour en arriver là. Lorsque l'audience toucha à sa fin, le juge annonça que la décision finale serait rendue dans quelques semaines. L'incertitude persistait, mais je savais déjà que quelque chose avait changé. Juliet n'avait plus le même pouvoir. Son masque de victime S était fissuré devant le témoignage d'Ethan et les preuves accumulées. Pour la première fois, elle apparaissait non pas comme une femme trahie, mais comme une manipulatrice calculatrice. En sortant du tribunal, la pluie tombait doucement. Ethan marcha à mes côtés, silencieux. Puis il murmura « Merci de ne pas m'avoir abandonné, malgré tout. » Ces mots me transpercèrent. J'aurais pu le rejeter, lui fermer la porte comme il l'avait fait avec moi. Mais je ne l'avais pas fait. Parce qu'au-delà de la colère et de la douleur, il restait mon fils. Et cet amour-là, même brisé, avait résisté. Les jours reprirent leur cours, la boutique retrouva un peu de son atmosphère paisible. Les clients revinrent, certains avec un mot d'encouragement, d'autres avec un silence gêné. Mais je ne cherchais plus leur approbation. Mon regard était tourné vers l'essentiel. Ma propre force retrouvée et la réconciliation fragile avec mon fils. Chaque bouquet préparé était comme une promesse de renaissance. Un soir, en rangeant la boutique, je surpris Ethan qui m'observait. « Quoi » demandai-je en souriant. Il haussa les épaules. « Je me dis juste. Tu es incroyablement forte. » Je ris doucement. « Non, Ethan, j'ai simplement appris à ne plus plier. » Ses yeux brillèrent d'admiration, et je compris que ce lien que Juliet avait tenté de briser se reconstruisait lentement, pierre après pierre. La dernière page de mon carnet se noircit quelques jours plus tard. J'y écrivis. J'ai affronté la trahison, la honte et la peur. J'ai cru tout perdre, mais j'ai retrouvé ma dignité. Juliet restera peut-être une ombre dans ma vie, mais elle n'a plus le pouvoir de me définir. Je marche désormais aux côtés de mon fils, dans la lumière fragile de notre réconciliation. En refermant le carnet, une paix nouvelle m'envahit. Je levai les yeux vers Ethan, assis près de la vitrine, plongé dans un livre. Le silence qui régnait d'Aisne était plus une menace. Était un silence de reconstruction, un silence qui annonçait un futur possible. Et pour la première fois depuis longtemps, je crus vraiment que la vie, malgré ses cicatrices, pouvait encore offrir une forme de bonheur.